Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie Espoir est en demi-finale suite à sa belle victoire 1-0 contre l'Allemagne hier soir, un but de Bernardeschi à la 31e minute. Nous sommes trois pour en débattre aujourd'hui puisque j'accueille Tom et Superlio. Salut à vous. Salut. Salut. Alors nous n'avons pas l'habitude messieurs de faire des émissions sur les espoirs, à la fois parce que ça n'intéresse pas particulièrement nos auditeurs francophones, et puis aussi, il faut bien le dire, parce que leurs matchs sont rarement diffusés, mais les circonstances de cette qualification, la qualité du match d'hier soir et notre persistance à souhaiter l'intégration massive des jeunes dans les clubs italiens et au Milan en particulier, nous incitent à vous proposer cette émission. Tom, nous étions plutôt positifs après le Danemark, échaudés après le non-match face aux Tchèques. Cette Italie nous a rassurés hier, non ? Oui, rassuré et surpris, je dirais, parce que après le match contre les Tchèques, j'étais vraiment très en colère envers les joueurs, envers le sélectionneur et d'une manière générale envers cette Italie Espoir, qui effectivement avait plein de talents, mais n'arrivait pas à jouer ensemble, parce que le Danemark, on a gagné, mais c'était pas non plus un enthousiasme débordant qui sortait de ce match-là. Et les Tchèques, vraiment, ça a été une horreur. La prestation a été abominable, le sélectionneur avait fait des choix épouvantables, mais là, c'est vrai que à la fois le sélectionneur et les joueurs m'ont surpris, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu lors des deux premiers matchs. J'ai trouvé un sentiment, un esprit d'équipe, j'ai trouvé un réel collectif, une envie, même s'il y a eu des fois trop d'envie, on y reviendra peut-être plus tard sur les cartons jaunes, mais il y a vraiment eu une envie de se qualifier et le sélectionneur m'a fait fermer ma bouche pour être honnête, parce que je l'ai trouvé ridicule sur les deux premiers matchs au niveau de ses choix, au niveau de la tactique de jeu ou de l'absence de tactique. Là, le fait de sortir Petagna et de miser sur un 4-4-2 assez offensif, misant sur la rapidité de tous les ailiers, vraiment une agréable surprise en tout cas. Et les deux ailiers de la Fiorentina qui ont fait une forte impression. Superlio, je sais que tu suis ses espoirs régulièrement. On sait qu'il y a du talent dans cette équipe, hein, on le découvre pas. Toutes ces individualités devraient être d'ailleurs titulaires dans des grands clubs italiens. Bon, cette tactique, effectivement, cette innovation tactique de Di Biagio à payer. Qu'as-tu pensé de cette rencontre ? Je pense que c'était de loin le meilleur match qu'ils aient fait sur ce tournoi, après le début poussif contre le Danemark et le match totalement inconsistant contre les Tchèques qui ont bien su nous contrer, qui ont été très réalistes. Pour une fois, on a trouvé de l'intensité, plus de motivation. Ils étaient les premiers sur le ballon. Ils ont mis une intensité au milieu de terrain avec notamment un Gagliardini qui a été retrouvé et un Pellegrini qui confirme sa très bonne fin de saison. Il a d'ailleurs débuté en équipe nationale il y a 2 semaines. Oui, bah de toute façon, oui, Pellegrini, moi que je souhaitais au Milan, apparemment c'est pas possible. Hein. Tom, il est promis à la Roma, c'est ça ? Ouais, vraiment, je pense qu'en sortant des espoirs, il va signer. Exactement, il y a de fortes chances, mais enfin il y en a d'autres à prendre, hein, Benassi, etc. J'y reviendrai en mot de la fin certainement. Et de toute façon, l'Italie, on peut le dire, a surclassé cette équipe d'Allemagne. Enfin, il y a pas eu match réellement. Les Allemands ont été un peu inquiétants au bout de 10 minutes de jeu. Il y a une petite passe où ils nous ont mis la pression comme ça pendant le match, mais c'est un épiphénomène. En réalité, l'Italie a archi dominé cette rencontre. On s'est créé un paquet d'occasions. Conti d'ailleurs, qui devrait signer au Milan, lui si tout va bien, aurait pu marquer sur un magnifique centre de l'extérieur du pied de Bernardeschi. Il y a eu des belles actions, il y a eu du jeu collectif, parfois une touche de balle, et moi ce que j'ai envie de dire, Tom, on connaît un petit peu cette équipe d'Italie, l'équipe d'Italie A bien sûr en priorité, mais je veux dire, on sait qu'on n'est jamais aussi fort que quand on est dos au mur. C'est ça l'Italie, c'est se mettre en difficulté souvent lors du premier ou du deuxième match pour ensuite passer ric-rac au troisième et aller loin dans la compétition. Ce sera dur, on sait que c'est l'Espagne et qu'on a des suspendus prochain match, mais il n'empêche que l'histoire se répète, on a déjà connu ça avant. Oui, même si je dois avouer que j'avais un peu peur de l'autre match, et on peut pour une fois remercier le Danemark, contrairement à l'Euro 2004, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Danemark-Suède 2-2, ouais. Voilà, qui a joué le jeu en étant éliminé, parce que même si la victoire est belle face aux Allemands, il faut quand même ajouter que si les Tchèques avaient battu les Danois hier, on aurait juste dit beau match de l'Italie, mais beau retour à la maison parce qu'on aurait été éliminé. Donc voilà. Alors oui, la victoire est belle, mais voilà, il faut quand même souligner le service, en tout cas des Danois qui ont joué le jeu. Et parce que voilà, donc c'est pour l'expliquer un peu, c'est quand même une formule un peu particulière. Donc là, c'est un euro à 12. Donc il y a 3 poules de 4 et on arrive directement en demi-finale. Donc il n'y a que les 3 premiers qui se qualifient et le meilleur deuxième. Donc c'était tout un calcul pas possible. Et si la prestation d'hier était vraiment très satisfaisante, là-dessus il n'y a pas de souci.
on a quand même eu chaud aux fesses. Et j'ajouterais juste un point, c'est là où c'est pour souligner notre belle performance, c'est que de mémoire, que ce soit en jeune ou en senior, je n'ai jamais vu, ou en tout cas, il y a, hormis un épisode controversé il y a des années, l'Allemagne jouait à ce point la passe à 10 en fin de match, Ouais. non pas par choix comme face à l'Autriche, je ne sais plus la Coupe du Monde, mais par peur. Parce 82. qu'il faut savoir aussi que si les Allemands prenaient ce deuxième but, les Allemands étaient éliminés. Et les Allemands, moi, je les ai trouvés morts de peur sur les 10 dernières minutes parce qu'ils ne s'en sortaient pas, parce qu'ils étaient bouffés par le pressing italien et parce que ils avaient peur, parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient une offensive, derrière, ça allait à 2000 à l'heure et qu'ils passaient à chaque fois à un rien du deuxième but. Et vraiment, ça m'a marqué parce que c'est vraiment pas du tout dans la mentalité allemande de jouer derrière la passe à 10 en disant bordel, bordel, on a chaud aux miches, qu'on assure la défaite 1-0 parce que sinon on sort de la compétition. Et pour moi, c'est révélateur de la prestation italienne d'hier soir. Super-Yo, bon, évidemment, je sais que tu veux réagir à beaucoup de choses qui ont été dites, mais tu pourras également peut-être nous donner ton sentiment sur ce qui va se passer après, puisqu'on sait que ce sera l'Espagne, on sait qu'on a des suspendus, hein, ça va être très très difficile, il faut bien le dire. Mais d'abord, bon, évidemment, tes réactions sur les propos de Tom. Oui, je trouve que cette équipe d'Allemagne a été parfaitement annulée par l'équipe italienne au niveau du pressing et ils ont été immenses à la récupération, notamment les deux récupérateurs Pellegrini et Gagliardini. Et les Allemands nous ont peut-être mis un peu en difficulté sur les coups de pied arrêtés, puisqu'il y a quand même eu un but annulé sur un hors-jeu presque Coûteux. litigieux. Mais bon, Hmm. mais bon, il y avait quand même un joueur qui faisait action de jeu. C'est vrai que j'ai pas senti la défense italienne sereine sur les coups de pied arrêtés, mais on a bien négocié, notamment Conti qui s'est occupé de Gnabry d'une manière très pertinente dans ses interventions. Ah, on l'a pas vu, hein. Les latéraux ont fait un bon match. Mais ça c'est sûr, on n'a pas vu Barreca, son vis-à-vis allemand, tu as raison. oui. Après, oui, les Allemands ont vraiment joué la passe à 10 pour éviter une élimination. Un deuxième but italien leur aurait fait du mal et les aurait fait rentrer à la maison. Après, pour le match contre l'Espagne, ce sera très dur. Le potentiel espagnol est là. Hein. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe de cette Euro sur ce que j'ai vu. Et dans les équipes de jeunes, on a toujours des difficultés contre eux. Il y a 4 ans, on avait perdu la finale en Israël 4-2 avec, si ma mémoire est bonne, un triplé d'Alcantara contre l'Italie de Mangia. On aura du mal. C'est surtout ce qui m'inquiète, c'est les jours de récupération en moins et les suspendus. Oui, ça c'est très important effectivement. Pour rappeler hein, les difficultés sur les coups de pied arrêtés derrière, ça vient aussi, il faut bien le rappeler quand même, de l'absence de Romagnoli qui est titulaire forcément dans cette équipe, et titulaire d'ailleurs presque, hein, enfin il va le devenir chez les seniors. Mais Tom, on parle de l'Espagne alors, hein, puisque c'est ce qui nous attend maintenant mardi 18h si je me trompe pas. On sera tous devant J'ai notre vu télévision. 21h moi. Ah c'est 21h pour nous, J'ai j'ai cru voir inversé. 21h. Non non mais peut-être ça doit être Bah, ça. Mais dans enfin, tous c'est les cas, mardi. c'est mardi, c'est soit 18h, soit 21h, voilà. Ça c'est sûr, on regardera de toute façon les deux matchs, mais ça va être très compliqué. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est d'autant plus regrettable de ne pas avoir marqué ce deuxième but face aux Allemands, parce que du coup, moi, je faisais mes petits calculs pendant le match. En éliminant les Allemands, on s'évitait en plus du même coup l'Espagne, et on prenait l'Angleterre, qui à mon sens était un adversaire bien plus abordable. Enfin, ce qui est fait est fait. Face aux Espagnols, bon, on ne sera pas favori. L'Espagne est avec l'Italie la sélection qui a le plus ramené de jeunes qui, à la base, ne devaient pas être en espoir. Par exemple, de notre côté, Donnarumma, Rugani, voire Pellegrini et Gagliardini, ça fait quand même un petit moment qu'on les voit en sélection A. Ils n'étaient pas dans l'obligation, en tout cas, de venir jouer avec les espoirs. Ils le font parce que c'est un choix. Et les Espagnols, ils ont un peu pris la même politique que nous. Ils ont fait descendre pas mal de bons joueurs, voire de très bons joueurs. Je pense à Asensio, qui est un véritable phénomène. À notre ancien joueur, il y a quand même Deulofeu, qui était le meilleur buteur, je crois, des espoirs avec l'Espagne. Saul Niguez, enfin, ils ont quand même une très belle équipe. Et à effectif complet, je pense qu'on avait quand même matière à lutter. Parce que j'aurais bien aimé voir Conti s'occuper d'Asensio comme il l'a fait avec l'Allemand dont j'arrive pas à prononcer le nom. Par contre, et je sais que je l'aime beaucoup, Calabria, ça va quand même être très compliqué pour lui. Parce que Calabria face à Asensio, je pense que ça va être difficile. Euh, alors que l'absence de Berardi, pour moi, elle est moins impactante parce qu'on a vu que Berardi ne fait pas une compétition flamboyante et que derrière, Chiesa, par contre, lui est très intéressant. On va peut-être récupérer Petagna, mais bon,
Je pense que Petagna, ouais, mais face à l'Espagne, ça peut être intéressant parce que le point faible de l'Espagne, c'est vraiment l'axe central. Et le gardien, c'est le trio de derrière, voire même les latéraux, parce que les latéraux sont des latéraux très offensifs entre Bellerin et Gaïa. Mais derrière, ça défend pas très bien. Mais Donc ça a toujours été Petagna en le point point faible. d'appui, ça peut être intéressant. Ça a toujours été le point faible de l'Espagne, y compris de la sélection A, hein. C'est pas surprenant, on sait très bien que défensivement ils sont pas extraordinaires, seulement ils font illusion parce que comme ils tiennent le ballon, forcément on voit pas trop leur capacité défensive. Superior. Oui, je voulais juste réagir en disant que cette Italie-Espagne annonce un Italie-Espagne aussi important, celui du mois de septembre pour les qualifications à la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et après, sur ce que j'ai vu de l'axe défensif espagnol, il y a moyen de les secouer, de leur faire très mal sur les côtés, vu la vitesse de nos ailiers. Petagna est ce qu'il est, hein, il a ses défauts au niveau de la finition, parce que sur le match contre les Tchèques, il a mangé pas mal d'occasions, que ce soit son petit lob ou encore le fait qu'il n'arrive pas à pousser la balle après que Chiesa ait fait un travail phénoménal sur le côté. Ah mais le lob c'est scandaleux. Oui, surtout vu que Berardi lui avait fait la moitié du travail, ne pas cadrer dans ces circonstances-là est inconcevable. Mais bon, Petagna, cette saison à l'Atalanta a montré un jeu pour l'équipe assez intéressant, la protection de balle, il faisait monter le bloc équipe, mais au niveau de la finition, il a des statistiques très familiques, je crois qu'il a dû marquer 5 ou 6 buts, pas plus. Oui, c'est ça à peu près. Ouais, je suis pas surpris. Bah écoutez, on va passer au top 3, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait de flop, mais Tom, qu'as-tu retenu, quel joueur as-tu retenu en priorité après ce match? C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué parce que pour moi c'était vraiment le collectif qui était vraiment plaisant. Alors pour le coup je l'ai pas préparé. Je vais dire en numéro 3 Pellegrini que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'était lui ou Gagliardini, hein. Pour moi ça se vaut, hein. Si le milieu et notamment Dahoud, je ne sais pas comment le prononcer, le futur joueur de Dortmund a été autant annihilé, c'est parce que nous on avait un duo au milieu qui a été vraiment excellent, qui agressait le porteur du ballon, qui coupait les trajectoires de passe, qui faisait des passes pareilles impeccables. Pellegrini, je crois il est proche de marquer un but sur une belle frappe, je crois, à l'heure de jeu à peu près. Vraiment très intéressant. S'il n'y avait pas eu cet accord avec la Roma, j'aurais adoré le voir au Milan, mais bon, je suis déjà quand même, d'un point de vue supporter italien, je suis déjà content de le voir arriver à la Roma, parce que je pense qu'il peut vraiment percer là-bas et franchir un autre palier, et ça pourra que servir pour l'Italie 2018. En numéro 2, ça va être Conti. Bon, lui, j'ai hâte de le voir signer au Milan. Que je trouve phénoménal. C'est peut-être un des Milanais, pardon, le mauvais lapsus, un des Italiens les plus indiscutables et les plus impeccables depuis le début de la compétition, à l'exception peut-être de ce carton jaune qui est peut-être un regret. Mais défensivement, il est là, offensivement, il est là. Lors des 3 matchs, ça a été vraiment... on dit souvent que voilà, le latéral moderne doit savoir attaquer, patati patata. Mais alors lui, il le sait, c'est sûr, il sait attaquer, mais il sait aussi défendre. Même quand il fait des erreurs, il revient vite, il revient bien. Vraiment, c'est un latéral qui me plaît énormément. Et en numéro 1, Bernardeschi, parce qu'il a été phénoménal. Hier, il a été phénoménal. Autant lors des 2 premiers matchs, il a été le premier bon sans plus et le deuxième un peu en difficulté. Autant là, dans une position un peu différente, où il était plus dans l'axe, il a été, voilà, on voit son talent, on voit la qualité technique du gars. Ce petit but, ça paraît anodin, mais cette feinte au niveau des yeux pour arriver à le mettre entre les jambes à un extérieur du pied, mais c'est nous, on a Baka qui fait ça. Je pense qu'il l'envoie en tribune où il tue un supporter. Nous, là, on voit la qualité du gars. Et on voit du coup le prix que demande la Fiorentina. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il va arriver à la Juve. Bah, c'est le même prix qu'André Silva, hein. Ouais, je crois que c'est un poil plus cher, mais sinon, ouais, c'est du 40-45 millions, un truc comme ça. Ouais. Oui, voilà, donc c'était possible. Ah oui, là, pour le coup, ça aurait été possible. De toute façon, je te l'avais dit, hein, sur les précédentes recrues du Milan, je ne disais rien, mais Bernardeschi, c'était un objectif que j'aurais vraiment bien aimé voir au Milan. Quand on voit les ailiers qu'on a et quand on voit ce que peut faire Bernardeschi, il n'y a pas photo. Et j'espère juste qu'il va gagner en régularité, parce qu'effectivement, on le voit trop rarement être à ce niveau-là, mais il a un talent de dingue, ce minot. Voilà. Eh bien, bah, c'est parfait, tout ça, je pense que le mien sera pas très éloigné. Superio. Oui, j'ai apporté quelques petites différences. En 3e position, j'ai mis Caldara pour son classement défensif, et le fait qu'il ait joué 2 matchs, le premier et le dernier, ce sont les 2 matchs où on n'a pas pris un seul but, hein.
J'ai trouvé Rougani plutôt fébrile contre les Tchèques quand il était associé à Ferrari en défense. Mais là, Caldara, je l'ai trouvé plutôt bon, rassurant, et notamment en première mi-temps avec une montée qui était ravageuse. Il avait quand même dribblé 2 joueurs avant de se faire sécher. C'est le coup franc que Bernardeschi n'est pas loin de la lucarne, si vous vous souvenez bien. Je l'ai trouvé très solide défensivement. En deuxième position, j'ai mis 2 joueurs et 2 récupérateurs. Pellegrini, qui fait un très bon Euro. Souvenez-vous de son but en retournée. Bon, ça serait assez injuste de résumer à cette action contre les Danois, vu que son investissement au milieu de terrain, son dynamisme, son orientation de jeu. Et Gagliardini, qui a raté sa fin de saison, à l'Inter, qui a raté son entrée en jeu contre les Tchèques, qui perd le ballon, qui amène le deuxième but tchèque. Mais là, C'était même décevant contre les Danois. Hein. Oui, je l'ai trouvé décevant, mais là, je l'ai trouvé qu'il jouait juste, qu'il mettait le pressing et qu'il avait une justesse technique qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Et en première position, comme vous, j'ai mis Bernardeschi. J'ai hésité avec Chiesa, mais on va dire que le but décisif, la justesse technique et l'amour d'extérieur du pied qu'il a offert comme passe à Conti méritait les éloges et la première place. Effectivement, je mets Bernardeschi premier aussi, mais donc le suspense c'est que je mets Chiesa en 3. Chiesa que je trouve vraiment très très fort, et maintenant que Bernardeschi est sur le point de signer à la Juve, et j'espère que le Milan va faire le forcing, même si j'y crois pas, on préfère les étrangers, au Milan c'est bien connu, surtout Montella. Donc super joueur, Chiesa, extrêmement vif, technique, rapide, précis, un vrai poison, extrêmement jeune hein, pour le coup, c'est une pépite ce joueur, et il me rappelle un peu son père, que j'adorais, qui est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu évoluer depuis que je suis le foot, Enrico Chiesa, hein, pour mémoire, qui a joué notamment à Parma et à la Fiorentina, qui avait fini à Siena, même en étant très bon à Siena d'ailleurs en fin de carrière. Numéro 2, Pellegrini pour les raisons que vous avez données, et donc Bernardeschi en 1. Nous passons au mot de la fin. Tom, c'est à toi. Il n'y a pas de flop? Ah, vous voulez des flops? Vous avez trouvé des joueurs? J'ai réfléchi, j'en ai trouvé quand même des petits flops. Ah bah vas-y, alors moi j'en ai pas, mais vas-y. Alors en flop 3, bah, ça rejoint un peu ce que dit Superlio, ça va être Rougani, que j'ai trouvé, les rares moments où j'ai trouvé l'Italie en difficulté, c'était les moments où Rougani faisait une petite boulette. Je trouve, je rejoins Superlio pour Caldara, qui lui effectivement réalise une belle compétition, mais Rougani entre ce match-là et les 2 autres matchs, je le trouve un peu en difficulté. Alors que c'est censé être ta valeur sûre. Voilà, exactement. C'était le capitaine, si je ne dis pas de bêtises, face au Tchèques. Ouais. On peut regretter l'absence de Romagnoli, mais Rougani, on ne peut pas discuter du potentiel de ce garçon-là. Mais ce serait quand même bien de le voir en forme. Et face à l'Espagne, on a besoin d'un Rougani et d'un Caldara en forme. Et en numéro 2, ça va être un numéro 2 et numéro 1, ça va être les cartons jaunes et Berardi. Pour l'attitude, parce que Berardi a un potentiel, a un grand talent. Mais à côté de ça, je pense qu'il a de l'eau dans le cerveau. La manière dont il prend son carton jaune est idiote. Oui. Il va pousser là, le gardien ou le joueur, je sais plus, pour le but du 1-0 alors qu'il n'y avait aucune raison. J'ai même pas compris pourquoi il faisait ça. Et d'une manière générale, il a déjà pris un jaune stupide face au Tchèques. C'est pour ça que je dis les cartons jaunes, parce que c'est vrai que c'est regrettable, parce que ça va nous pénaliser lors du prochain match. Mais c'est plus Berardi que j'ai envie de sanctionner. C'est pour ça que c'est un flop 2 et flop 1 en même temps, parce que c'est idiot. Pour moi, je trouve ça idiot, c'était inutile, et il nous prive justement d'une cartouche pour le prochain match qui sera décisif, et c'est vraiment regrettable. Superio. Oui, moi je voulais juste parler, alors, ça sera un mini flop parce que il y a eu le match d'hier, c'est le mental de cette équipe. Hier, certes, il y a la victoire, il y a l'euphorie, et j'espère que ça sera un déclic mental, mais sur le début de la compétition, il m'est apparu qu'ils ont été un peu arrogants, ces joueurs. Ah bah lors du deuxième match, mais c'est fréquent ça, Superlio, toi qui as la mémoire de l'émission, tu sais très bien que l'Italie prend souvent de haut des équipes réputées plus faibles. Même en 66 contre la Corée du Nord, c'est comme ça qu'on se fait sortir. Donc sincèrement, on est habitué à ça. C'est malheureux, hein, mais c'est souvent le cas. C'est surtout avec les déclarations du sélectionneur, la meilleure équipe d'Italie espoir de ces 20 dernières années, ce qui est faux. Il a oublié certaines générations. Et c'est surtout qu'il y avait déjà les mêmes erreurs en 2015, hein, où on se fait éliminer au premier tour, notamment après avoir trop sous-estimé les Suédois, alors qu'on menait 1-0 avec un joueur en plus. Les Suédois qui finiront d'ailleurs champions d'Europe cette année-là. Eh oui, donc ça laisse de très gros regrets. Donc là, j'espère qu'ils ont compris qu'ils se sont mis dans le dur, comme toute tradition italienne qui le veut. Hein. Les équipes d'Italie commencent souvent très mal et terminent souvent très bien. J'espère qu'ils feront comme leurs homologues espoirs de 2004. Hein.
l'équipe de 2004, qui est la dernière à être championne d'Europe Espoir, avait commencé par une défaite en 2004 en Allemagne contre la Biélorussie, si ma mémoire est bonne. Avec Pirlo qui était revenu pour l'occasion, Ouais. hein, alors Non, qu'il était avec les... Pirlo n'avait pas joué l'Euro 2004 Espoir, il avait déjà dépassé l'âge requis. La génération 2004, c'est De Rossi, Palombo, Gilardino, Barzagli, Amelia, qui était gardien titulaire, Daniele Bonera, T'es Donc, sûr que Pirlo n'était pas revenu en 2004? il a fait les Jeux Olympiques. Mais Ah, pas les champion. Jeux Olympiques, c'est ça que je confonds. Très bien, parce que je sais qu'il était revenu quelque part alors qu'il était au Milan et en titulaire en sélection nationale A, si tu veux, hein. Donc c'est Oui, les c'était JO, c'est après. Ok. Les 3 joueurs de plus de 23 ans qui avaient le droit d'être appelés, c'était au JO d'Athènes. C'était Gentile, l'entraîneur. D'ailleurs, un petit mot sur ça. Di Biagio a réussi un bon coaching. Moi, je le critique beaucoup, mais je critique surtout la fédération qui met souvent des entraîneurs inexpérimentés en tant que sélectionneur de l'équipe Espoir, puisqu'on a eu Casiraghi avec un fiasco, une élimination honteuse en 2010 face à la Biélorussie. On a maintenant Di Biagio qui me paraît pas très expérimenté, alors qu'avant on avait quand même Gentile, Tardelli, Cesare Maldini, on avait des techniciens d'un plus haut niveau. Donc là, j'ai du mal à comprendre ses choix avec les entraîneurs Espoir. Effectivement. Tom, Oui, je rebondis sur Di Biagio, j'en avais un peu parlé brièvement, mais même si on n'a pas fait d'émission sur les 2 précédents matchs, on on n'en a fait été pas en tel... d'habitude, hein, mais c'est vrai que là, bon, après ce qui s'est passé hier soir, c'était intéressant Oui, voilà. d'enfreindre la règle. On a été en telle difficulté hier, en tout cas on était dans l'obligation de compter les points, de regarder le match des Tchèques face aux Danois, pour une simple raison, c'est parce qu'aussi lors du précédent match contre les Tchèques, Di Biagio a eu l'innovation ou l'illumination de se dire tiens on va changer la moitié de l'équipe, alors qu'il aurait quand même été bien plus simple de conserver le groupe majeur, de gagner face aux Tchèques, et ensuite de voir, parce qu'avec 6 points, les Allemands 6 points, avec les 2 autres groupes dont on connaissait les résultats définitifs, il aurait été bien plus facile de compter les points à ce moment-là que de gagner face aux Allemands, d'essayer de voir si les Tchèques ne gagnaient pas face aux Danois. Heureusement que tout se goupille bien, parce qu'effectivement, donc là, Superlio me l'écrit, ça ressemble un peu à Saki en 96, mais heureusement que ça se goupille bien parce qu'on s'est mis dans une sacrée panade, principalement parce qu'on a fait une erreur de débutant, et Di Biagio fait une erreur de débutant, d'aller te sortir du Calabria latéral gauche, d'aller te mettre du Grassi, du Cataldi en milieu, de faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce qui n'a absolument pas payé, et on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi il a fait ce choix-là. Donc, ok pour ce match-là, il a été compétent, mais je rejoins Superlio, on sent quand même un certain manque d'expérience et de vécu, parce que l'erreur lors du précédent match est assez grossière. Alors que sur le terrain, Di Biagio joueur, c'était un sacré tacticien, hein. C'était Ah pas oui. n'importe qui, attention. Alors on passe au mot de la fin, ça y est, Superlio, c'est parti. Mon mot de la fin, c'est qu'on a enfin tordu le cou à ce cliché. L'Italie n'a pas de jeunes. Si, c'est totalement faux. Mais l'Italie Les a toujours Italiens- eu des jeunes. Toujours Oui, eu des jeunes. on entend ça, le creux générationnel. Non, Mais il c'est faut les arrêter. mondialistes qui disent ça, Superlio. C'est parce qu'ils veulent pas avoir de jeunes Italiens dans nos clubs. Ça les intéresse pas. Ils veulent que des étrangers. On en connaît sur les forums, on en croise parfois. Et j'aimerais rappeler aussi que l'équipe des moins de 20 ans a fini 3e au championnat du monde. Hein. Alors qu'on annonçait la France ultra favorite suite à sa victoire au championnat d'Europe Espoir de l'an passé, ces mêmes Italiens ont réussi à les éliminer avec notamment ce joueur qui s'est révélé, Orsolini, que la Juve a acheté, qui a fini meilleur buteur de cette Et compétition. qui aurait dû aller au Milan, au passage. Entre autres, et j'aimerais aussi terminer sur un dernier mot, le prochain championnat d'Europe Espoir aura lieu en Italie. Donc il y a aussi moyen de faire des grandes choses, on sera qualifié d'office en tant que pays organisateur dans 2 ans. Eh ben ça dépendra de nos clubs. J'ai coutume de dire que les jeunes sont ce qu'on en fait, c'est-à-dire que pour que les jeunes poussent, pour que les jeunes croissent, pour que les jeunes progressent, il faut leur donner du temps de jeu, il faut leur donner leur chance. J'insiste là-dessus, les clubs ne le font pas suffisamment. Tom, ton mot de la fin. Ça va être comme d'habitude, moi tu sais que j'en fais toujours 2, ça va être un coup de Oui, gueule et vas-y. un coup de cœur. Le coup de gueule, ça va rejoindre un peu ce qu'a dit Superlio, ça va être plus pour ceux les mondialistes comme tu dis MJ, qui se délectaient un peu de la précédente défaite face aux Tchèques en disant oui Bernardeschi 40 millions il les vaut pas et après on nous vend ci, on nous vend ça. Ouais, ok. En attendant, l'Italie fait quand même 3e lors du mondial U20 en étant pas du tout favori, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément la meilleure équipe sur le papier, mais en ayant un état d'esprit irréprochable. Et un D'ailleurs, excellent gardien.
et deux excellents gardiens, parce qu'entre Zaccagno du Torino et Plizzari qui est chez nous, qui quand même offre la 3e place en arrêtant 2 pénaltys lors de la petite finale, c'est quand même pas mal. Et là, on finit quand même, donc quoi qu'il arrive face à l'Espagne, on sera quand même dans les 4 meilleures nations d'Europe chez les U21. Je pense que niveau mauvaise nation, ça va quand même, on est quand même pas si mal placé. Donc si les gens mondialistes qui peuvent arrêter de rigoler à la première défaite des jeunes, pouvaient se taire, ce serait pas mal. Et au niveau du coup de cœur, je ne sais pas si vous avez vu, c'était il y a 2 ou 3 jours, le premier trophée du Milan chinois est arrivé. Il est arrivé avec les Milan U16, la génération 2001 qui est championne d'Italie, en gagnant en finale 5-2, et avec un ailier droit meneur de jeu qui s'appelle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Daniele Maldini, fils d'eux, Ah bah un oui, autre forcément. fils d'eux qui est titulaire. Et alors, j'étais assez sceptique sur ce joueur parce qu'effectivement, il y a le poids du nom, etc., qui ne joue pas d'ailleurs au poste de son père, de son grand-père, ni même de son grand frère aîné. Mais je trouve qu'il a fait de progrès remarquables. C'était peut-être, il y avait des joueurs que je connaissais et que je savais déjà qu'il fallait les surveiller, même si c'est pas une génération de fous. Mais alors, le fils Maldini, je trouve qu'il a énormément progressé. Et si on m'avait dit l'an dernier, est-ce que c'est un joueur à suivre pour le Milan, j'aurais dit absolument pas. Cette année, je pense qu'il faut quand même le suivre et voir la progression parce qu'il a une maturité technique, une maturité tactique qui est assez excellente pour un joueur de son âge. Peut-être que c'est dans les gènes, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc c'est le petit clin d'œil et ça, le petit coup de cœur parce que revoir un Maldini gagner, même si c'est en U16, ça fait toujours plaisir. Tu crois qu'il prendrait le numéro 3 malgré son poste? On n'y est pas encore, mais j'y ai pensé, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Non, tout, mais de toute façon, moi j'ai peur malheureusement qu'une nouvelle fois le club piétine cette génération dans quelques années, comme on l'a trop souvent fait. Moi, mon mot de la fin, c'est simple, ça rejoint d'ailleurs tout ça. Caissier 20 millions. Rodriguez 18 millions, André Silva 38 millions, 38 millions André Silva, écoutez bien, pour ces sommes, nous pourrions messieurs avoir Barreca, Benassi, Bernardeschi, Chiesa. En gros, si on veut voir des jeunes talents, il faut regarder l'Italie U21 et non le Milan AC qui a fait d'autres choix et je ne cesserai de le déplorer. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous en avez, on se retrouvera peut-être si jamais il y a quelque chose d'intéressant à dire après le match contre l'Espagne. Après tout, c'était pas prévu tout ça, mais c'est intéressant de temps en temps justement d'enfreindre les règles que nous nous étions fixés initialement. Sinon, nous nous retrouverons pour la pré-saison milanaise comme d'habitude. On répond toujours présent. A très bientôt en tout cas. Merci à vous deux. Merci aux auditeurs de nous être toujours fidèles. Salut! Salut! Ciao, ciao.